Bonjour à tous et bienvenue sur ce 13e histoire de bagnole. Comme vous avez pu le constater, il y a déjà eu un épisode assez long de 20 minutes, donc Shelby assez Cobra. Donc d'habitude je fais des épisodes de 10-12 minutes, je crois que le max que j'ai dû faire c'est 13, là on était sur un épisode d'un peu plus de 20 minutes. Donc j'aurais voulu avoir votre avis, si vous avez aimé, etc. Surtout que celui-ci, je pense, va être peut-être même encore plus long. Je vais essayer aussi d'imager un maximum, donc je vais essayer de changer un peu ça. Voilà, essayez de me donner votre avis à nouveau. Je sais qu'à chaque fois je demande votre avis, mais c'est important parce qu'on est encore dans le début quand même de la chaîne et du coup je me cherche un peu et je tente des choses et voilà, faut me dire si ça vous plaît ou pas, si c'est des choses qu'il faut que je garde, s'il y a des choses qu'il faut que je supprime et voilà. Donc j'attends votre avis. Et nous, pour l'instant, on va parler de la Ford GT40. Dans les années 60, alors que Ford est dans une situation financière un peu compliquée, l'idée vient dans l'entreprise qu'il faut rajeunir l'image de marque et que la meilleure façon de rajeunir cette image de marque, c'est d'aller en compétition et de faire de la compétition, notamment en endurance en Europe et non pas de la NASCAR aux États-Unis qui est beaucoup moins suivie dans le monde entier. En 1963, Henry Ford II, le petit-fils d'Henry Ford, le créateur de la marque, va apprendre que Ferrari est dans une situation financière très compliquée aussi. En fait, Enzo Ferrari, il avait cette tendance à ne pas s'intéresser à l'aspect commercial de sa marque et à énormément s'intéresser à l'aspect piste de sa marque et à dépenser pour avoir les voitures les plus incroyables possibles et celles qui gagnent. Malheureusement, quand on dépense comme ça sans compter et sans s'occuper du côté commercial, on finit par être dans le caca. Hein. Voilà. Et lui, c'est le cas. Ford va se ruer sur l'occasion et ils vont dépenser des millions en audit et en analyse juridique pour acheter Ferrari. En fait, à la fin, il va y avoir un désaccord entre Ford et Ferrari. Ford lui aurait demandé si moi j'ai envie d'aller faire une course et que vous avez pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, dans les termes, Ferrari était censé diriger totalement la partie course. Enzo Ferrari dirigeait la partie course et Ford dirigeait la partie vente de voitures, donc commerciale. Et en fait, quand il a posé cette question, on lui a répondu bah non. Si on n'est pas d'accord, ce qui risque de jamais arriver, hein, mais si on n'est pas d'accord, vous n'y allez pas. Et Enzo Ferrari aurait utilisé ce prétexte pour dire ah bah du coup je suis pas d'accord, je ne veux plus rien faire avec vous, nanana. En réalité on pense qu'il s'est servi de Ford pour faire grimper les enchères du côté de Fiat. En fait il y avait Fiat et Ford qui se battaient pour racheter Ferrari et du coup Ferrari préférait être acheté par Fiat que par Ford. Il a juste utilisé Ford pour que Ferrari augmente son prix et voilà, gagner plus d'argent. Quoi qu'il en soit, peu importe quelle est la vraie version, la version que Henry Ford II choisira de retenir, c'est celle-ci. Et il fallait pas le vexer, parce que du coup il a décidé qu'il allait construire une voiture pour les 24 heures du Mans et qu'il allait battre Ferrari. Dans la foulée, Ford va contacter 3 marques anglaises, Lola, Lotus et Cooper. L'une de ces 3 marques, Lola, va vendre à Ford 2 châssis de Lola GT MK6. Le président de la marque Lola, Eric Broadley, va être retenu pour construire la Ford GT40 et la Ford GT40 MK1 est présentée en 1964. La Ford GT40 MK1 embarque un V8 Ford 4 litres 2 de 310 chevaux. Dès 1964, elle va être engagée en course. D'abord aux 1000 km de Nürburgring, qu'elle ne gagnera pas, puis plusieurs modèles sont engagés aux 24 heures du Mans. Pendant les essais, l'un d'eux est détruit et l'autre gravement endommagé. Ces 2 crashs vont être causés par des gros soucis aérodynamiques. Quoi qu'il en soit, 3 GT40 vont prendre le départ des 24 heures du Mans. L'une d'entre elles va prendre la tête jusqu'à son premier arrêt au stand. Et ensuite, c'est l'hécatombe. Elles vont toutes les 3 abandonner l'une après l'autre pour des raisons mécaniques. La GT40 a des gros problèmes de fiabilité.
des gros problèmes d'aérodynamique, des gros problèmes mécaniques. Les teams Ford ne sont pas prêts pour courir les 24 heures du Mans. En fait, il n'y a pas grand chose qui va. Par contre, il y a un truc qui va, c'est que la Ford GT40 est rapide. Et donc Ford va comprendre que s'ils arrivent à régler tous les autres problèmes, ils peuvent y arriver. Ils peuvent réussir leur objectif. Et il va comprendre aussi que pour réussir à régler tous ces problèmes-là, il va devoir faire appel à un homme, le seul américain qui a une expérience approfondie avec le Mans, Carroll Shelby. L'équipe de Shelby va préparer la GT40 et en 1965, la GT40 MK2 est présentée. La Ford GT40 MK2 embarque le nouveau V8 de 7 litres Ford, qui développe 485 chevaux. Les problèmes aérodynamiques de la MK1 sont réglés, d'abord grâce à de nombreuses prises d'air ajoutées à la voiture, mais aussi tout simplement grâce au changement de moteur. En fait, l'arrière de la MK1 avait pas assez de poids et avait tendance, du coup, forcément à se décoller du sol et donc la GT40 glissait. Ce qui est un peu embêtant. Sur la GT40 MK2, le gain de poids du moteur, qui fait 7 litres, va permettre d'appuyer l'arrière sur le sol, et en même temps le gain de puissance va permettre de compenser le poids et donc de garder des performances de GT40, parce que ça aurait été bête de perdre en performance. Il faut bien noter que tout ça aurait été impossible sans Ken Miles, qui est un pilote exceptionnel, qui ressentait tout ce qui se passait derrière un volant, et qui a guidé les équipes de Shelby American, en fait il faisait partie des équipes de Shelby American, et qui a guidé les équipes de mécanos dans leurs modifications en leur disant il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et même parfois il passait en tant que mécano et il réparait lui-même et changeait lui-même des choses. Et il s'est donné énormément et a énormément travaillé pour que la GT40 MK2 voit le jour, donc il faut rendre à Ken Miles ce qui est à Ken Miles, qui était un pilote exceptionnel. En 1965, la GT40 MK2 est la première version de la GT40 à remporter une course. Il s'agit des 2000 km de Daytona. Dans la foulée, la MK2 va remporter les 12 heures de Sebring et déjà confirme que c'est une voiture faite pour l'endurance et qui va gagner en endurance. Aux 24 heures du Mans, 2 GT40 MK2 et 4 GT40 MK1 sont engagés. Malheureusement, à la 7ème heure de course, elles ont tout abandonné pour des problèmes mécaniques. Donc Ford a encore des gros problèmes de fiabilité avec la GT40. Je profite de ce petit moment là pour faire une parenthèse et vous parler d'un film très célèbre, Le Mans 66. Bon, je pense que vous avez pu le comprendre, j'aime le cinéma, si vous avez vu mon décor. Du coup, j'ai vu Le Mans 66, comme beaucoup d'autres films. Et pour moi, ça reste un des meilleurs films automobiles qui existent. Mais, il y a des petits pépins dans Le Mans 66. Notamment, en 1965, Ken Miles a participé aux 24 heures du Mans. Personne n'a empêché Ken Miles de participer aux 24 heures du Mans. En fait, la tension entre Léo Bibi et Henry Ford II et Ken Miles et Carroll Shelby est très fortement augmentée dans le film. Il est possible qu'il y ait eu une tension, même fortement probable, mais à aucun moment ils ont empêché Ken Miles de participer à une course. Voilà. Donc, je pense que c'est important pour leur image, historiquement, de dire la vérité et donc de dire que non, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait de coup fourré. Après, ils s'entendaient peut-être pas, ça c'est... tout le monde ne peut pas s'entendre toujours. Mais ils ont pas fait de coup fourré, de coup dans le dos, empêchant Ken Miles de participer aux 24 heures du Mans. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses qui sont pas vraies, vous avez dû vous en rendre compte. Shelby est arrivé bien après la création de la GT40. Comme je vous le disais tout à l'heure, la GT40 a été créée en 1964, la MK1, elle a tourné aux 24 heures du Mans, et seulement après, ils ont appelé Shelby American et ils leur ont dit on a besoin d'aide là. Et c'est à ce moment-là que Shelby American est rentré dans le projet GT40 pour la création de la GT40 MK2. Contrairement à ce que montre le film, on a l'impression que Shelby American est là dès le début du projet, quoi. C'est pas le cas. Donc voilà, et il y aura d'autres petites choses comme ça qui vont être, voilà, que je
vais expliquer par rapport au film, parce que je trouve que c'est important. Mais ça reste un très très bon film et je le conseille très fortement, parce que pour moi c'est un des meilleurs films automobiles qui existent. Donc voilà, foncez. En 1966, la GT40 va remporter les 12 heures de Sebring et Daytona. Ford va alors engager 8 GT40 MK2 et 5 GT40 MK1 aux 24 heures du Mans. Seuls 3 vont finir la course, ce seront toutes des GT40 MK2. L'une va être pilotée par Ken Miles et Denny Hulme, l'autre pilotée par Richard Hutcherson et Ronnie Bucknam, et la dernière va être pilotée par Bruce McLaren et Chris Amon. En 1966, la Ford GT40 MK2 de Ken Miles va partir en tête. Mais elle va avoir un problème de portière. C'est un truc bête, mais une portière se ferme mal. Et Ken Miles va devoir s'arrêter au stand après son premier tour, et ça va être un tour laborieux parce qu'il va passer son tour à tenir la portière en même temps qu'il conduit. Pendant le reste de la course, il va rattraper place après place. Il va remonter, 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 remonter. Et pendant que Ken Miles est en train de remonter, une des Ferrari va déjà se cracher. Puis, il va arriver au niveau de la Ferrari qui est en tête. Et voyant qu'elle va se faire dépasser par Ken Miles, le pilote de chez Ferrari va pousser la Ferrari au-delà de ses limites et elle va subir une casse moteur. Carrément, le moteur va péter. Et Ken Miles va se retrouver en tête des 24 heures du Mans, suivi de très loin par les deux autres GT40 MK2. Et là, Ford va voir une occasion de faire un coup de pub monumental et va faire une demande malheureuse dans un but uniquement commercial et économique. Ils vont demander à Ken Miles de ralentir et d'attendre les deux autres GT40 pour que les trois GT40 passent la ligne d'arrivée en même temps. Donc ça a donné lieu à une superbe photo que je vous mets, voilà. Donc oui, effectivement, la photo est incroyable. Mais du coup, Ken Miles s'est fait voler sa place à cause de cette demande. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la GT40 pilotée par Bruce McLaren est passée un poil avant celle de Ken Miles au niveau de la ligne d'arrivée. Et là, on a encore du coup quelque chose à dire sur le film Le Mans 66. Dans Le Mans 66, le vol de la place de Ken Miles par la GT40 de Bruce McLaren est justifié par le fait que la GT40 de Bruce McLaren est partie de plus loin sur la grille de départ. Comme elle est partie de plus loin sur la grille de départ et qu'elles ont passé la ligne d'arrivée en même temps, et ben elle a fait plus de kilomètres, donc c'est elle qui gagne. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que la GT40 de Bruce McLaren dépassait d'un poil. Et en fait, alors après, il y a des tas de complots, il y a des gens qui disent que Bruce McLaren a fait exprès d'accélérer au dernier moment, etc. Patati patata. Moi, je pense tout simplement que quand vous êtes sur le circuit des 24 heures du Mans, ok, c'est bien, t'attends les autres GT40, mais derrière, il y a du monde, hein. Donc il faut pas qu'ils passent les autres. Donc, faut quand même rouler, faut quand même avancer. Donc t'arrives à une certaine vitesse devant la ligne d'arrivée, et qu'en fait, à cette vitesse, bah, c'est difficile d'être aligné. Encore une fois, c'est pas tout à fait vrai, ce qui est raconté dans Le Mans 66. Après, voilà, il n'y a pas eu de coup, en tout cas pour moi, moi je pense qu'il n'y a pas eu de coup bizarre entre Bruce McLaren et Ken Miles. Par contre, il y a eu un coup bizarre de Ford, d'en avoir rien à faire du monde de la course, et on voit que c'est pas des passionnés de course automobile, en tout cas à cette époque, parce qu'aujourd'hui, maintenant, depuis qu'il y a eu la GT40, etc., il y a un vrai héritage qui s'est créé chez Ford, mais à la base, il n'y avait pas d'héritage. Eux, c'était purement commercial et purement stratégie économique de faire de la course. C'était le but. Le but, c'était de vendre des voitures de tous les jours, de pouvoir dire « Hey, vous avez vu, les Ford, c'est performant, ça gagne des courses, donc achetez une Ford. » C'était ça le but. Et du coup, bah, comme très bon commercial, et bah, ils ont fait leur photo magique au détriment de Ken Miles, qui aurait été le seul homme de l'histoire à ce moment-là à avoir gagné les 3 courses, puisque c'est lui qui a remporté Sebring et c'est lui qui a remporté Daytona. Et puis, quelle course! Il a mené les 24 heures du Mans, mais il est parti de super loin, il a dû remonter tout remonter. À un moment donné, la Ferrari avait même un tour d'avance sur lui, donc il a dû la dépasser 2 fois.
c'est une course de fou. Une course de fou. Alors il faut pas oublier aussi l'autre pilote, hein, bien évidemment, mais Ken Miles reste un pilote légendaire parce que oui, c'est lui qui a gagné Sebring, c'est lui qui a gagné Daytona, il était dans la voiture qui aurait dû gagner les 24 heures du Mans et qui dans le cœur de beaucoup de passionnés a gagné les 24 heures du Mans. Et puis, faut pas oublier que c'était lui le pilote d'essai des GT40 chez Shelby et que c'est grâce à lui que la GT40 MK2 est devenue ce qu'elle est devenue. Donc c'est un pilote exceptionnel. Quoi qu'il en soit, la GT40 MK2 vient de marquer l'histoire de l'automobile en faisant un triplé aux 24 heures du Mans. C'est extrêmement rare, un triplé aux 24 heures du Mans c'est quasiment jamais vu. Après oui, on peut dire, oui, il y en avait 8 des GT40 MK2 d'engagés, 5 des GT40 MK1, heureusement qu'il y en a 3 qui ont fini la course quoi. Elles ont fini première, deuxième, troisième quand même. Oui, mais les Ferrari elles ont cassé. Oui, mais les Ferrari ont cassé parce qu'elles ont essayé de suivre le rythme des GT40 et qu'elles étaient tout simplement, elles n'y arrivaient pas. Parce que les GT40 étaient trop performantes. D'ailleurs, elles ont le record à ce moment-là de vitesse sur la piste. Il n'y a aucune voiture qui a été aussi rapide qu'une GT40 MK2 au Mans en 1966 et même en 1965 déjà ils avaient battu le record. Et bien évidemment, Ken Miles va battre des records monumentaux du temps autour pendant la course. Donc oui, la GT40 a marqué son temps à ce moment-là. Et Shelby vient d'ajouter encore une victoire à son palmarès, encore quelque chose d'exceptionnel, d'avoir réussi à monter cette GT40 MK2 jusque là où elle est. Parce que les GT40 MK1, elles sont bien jolies, mais je vous rappelle que les GT40 MK1, il n'y en a encore aucune qui a fini la course. Il y a toujours des énormes problèmes avec la GT40 MK1. Et Ford n'aurait jamais réussi sans l'équipe de Shelby. En 1967, Ford décide de présenter la Ford GT40 MK3. La GT40 MK3 est en réalité une voiture de sport homologuée pour la route sur base de GT40 MK1. Donc elle reprend la dernière version du V8 sur les MK1, donc le V8 4,7 litres qui développe 340 chevaux, donc c'est quand même très correct pour une voiture de route. Et en fait, il va y avoir que 7 exemplaires de produits, parce que ça va être un peu un échec commercial. À l'époque, les gens trouvent ça trop extrême pour la route, c'est trop, ça sert à rien. Aujourd'hui, on est habitué à ce que les marques sortent des vaisseaux spatials sur la route, mais non. C'est pas, à l'époque, c'est pas commun de voir une GT40 MK3 ou ce genre de choses. On n'a jamais vu de 330 P4 sur la route, on n'a jamais vu de Ferrari 330 P3 sur la route, on n'a jamais vu de Porsche 917 sur la route. Non, ça se fait pas, c'est trop et c'est inutile d'avoir ça sur la route. La même année, Ford va présenter la remplaçante de la Ford GT40 MK2, la Ford GT40 MK4. La GT40 MK4 reprend le V8 7 litres de la GT40 MK2, mais elle va être basée sur un nouveau châssis en J qui est beaucoup plus long. En fait, c'est un peu une GT40 long tail. Si on compare, hein, il y a quand même une grosse différence de longueur entre la GT40 MK2 et la GT40 MK4. Malheureusement, le développement de cette voiture va être entaché par quelque chose de très triste. C'est la mort de Ken Miles lors d'un pilotage d'essai. Et en fait, ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que Ken Miles, il a tout donné pour cette GT40. Il a fait de cette GT40 ce qu'elle est. Et il en est allé jusqu'à mourir pour cette GT40. Et il n'aura jamais gagné les 24 heures du Mans. Parce qu'on lui a volé sa place en 1966.
Et voilà, c'est triste. Heureusement, l'histoire a sauvegardé l'image de Ken Miles. Ken Miles auprès des passionnés, c'est l'homme qui a fait de la GT40 ce qu'elle est devenue. C'est l'homme qui a gagné les 12 heures de Sebring. C'est l'homme qui a gagné Daytona la même année. Et c'est l'homme qui aurait dû gagner les 24 heures du Mans la même année après une course exceptionnelle et après avoir battu absolument tous les records possibles et imaginables sur la piste. Bref, c'est un pilote de légende et la GT40 ne serait rien sans Ken Miles. La Ford GT40 MK4 va remporter les 12 heures de Sebring. Puis, elle va être engagée aux 24 heures du Mans, évidemment. Et aux 24 heures du Mans, elle va tout simplement finir avec 4 tours d'avance sur les Ferrari qui sont en deuxième position. Là, c'est le deuxième exploit de la Ford GT40 aux 24 heures du Mans. Et la Ford GT40 vient de prouver que c'était elle la reine des 24 heures du Mans sur cette période et que rien ne pouvait l'arrêter. Un triplé, puis une victoire avec 4 tours d'avance, c'est du jamais vu, c'est juste monumental. Et là, bon, ouais, il n'y a plus rien à dire. Bravo à la Ford GT40. En 1968, la FIA va réduire la cylindrée maximum autorisée aux 24 heures du Mans et en endurance. Et elle va être réduite à 5 litres. À ce moment-là, les Ford GT40 MK1 qui ont le V8 de 4,7 litres redeviennent la meilleure option de Ford pour l'endurance. Elles sont engagées aux 24 heures du Mans et l'une d'entre elles va gagner la course et c'est la fameuse Ford GT40 Gulf. Alors, pourquoi est-ce que cette GT40 est aussi célèbre? Déjà, c'est la 3e victoire des GT40 aux 24 heures du Mans. Et en plus de ça, en 1959, la même Ford GT40, le même châssis, la Gulf, va à nouveau remporter les 24 heures du Mans, et cette fois avec Jackie X au volant. Petit monsieur à peine connu. La Ford GT40 a gagné énormément d'autres compétitions, bien évidemment. Mais là, je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps à expliquer chacune de ses victoires, au Mans, etc. Donc je pense que ça sert à rien que je m'étale, ça va prendre trop de temps pour vous parler de toutes ces victoires parce qu'il y en a beaucoup. Mais vous l'avez compris, c'est une voiture totalement légendaire. Lorsque Ford va stopper la production de la GT40, une entreprise anglaise, Saphir Engineering, va acheter des pièces de GT40 directement à Ford et va produire la Ford GT40 MK5 de 1985 à 1999. Elle va récupérer le V8 4,7 litres de la Ford GT40 MK1. Voilà, et pour moi c'est plus une réplique qu'une vraie Ford GT40 puisqu'elle n'a pas couru aux 24 heures du Mans, elle n'a pas couru dans aucune compétition. Enfin, il y a peut-être des particuliers qui en ont engagé, hein, mais voilà, ça reste anodin. Et puis elle n'a rien gagné en particulier, la MK5. Elle n'a pas été produite par Ford. Pour moi, c'est une réplique de très très bonne qualité, mais c'est une réplique, c'est pas une GT40. Enfin, il y a eu énormément de répliques de la Ford GT40. Alors, pas autant que la Chevy AC Cobra, comme vous en avez parlé dans la vidéo. Il y a eu moins quand même, mais il y a eu beaucoup de répliques de Ford GT40. Des plus ou moins convaincantes, comme toujours. On peut citer par exemple Superformance en Californie, qui fait des répliques assez convaincantes pour le coup de la GT40. En fait, la GT40 c'est une voiture légendaire, tellement légendaire, qu'elle fait rêver tellement de gens qui sont incapables de s'acheter une vraie GT40, que du coup, ils vont passer par une réplique pour pouvoir accéder à leurs rêves. Une belle réplique, ça coûte vraiment très cher, et c'est pas forcément quelque chose de négatif comme beaucoup de gens veulent pointer du doigt, etc. Il y a des voitures qui sont inaccessibles, il faut quand même s'en rendre compte. La voiture la plus chère au monde aujourd'hui, la 300 SLR coupée dont j'ai déjà parlé en vidéo, elle vaut 100... Alors là j'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre 130 et 140 millions d'euros. C'est... Enfin, qui va acheter ça? Et il y en a deux dans le monde. Qui peut se permettre d'acheter ça? Quasiment personne. Donc je comprends qu'il y ait des personnes qui se disent bah moi je vais avoir une réplique. Au moins j'aurai un peu l'impression d'avoir mon rêve quoi. Parce que sinon c'est un rêve que tu
peux pas accéder. Que 99% des gens, même beaucoup plus, ne peuvent pas y accéder, c'est impossible. Et une belle réplique, du coup ça peut coûter vraiment cher. Si on veut une vraiment très belle réplique, par exemple une 300 SLR, je sais pas, peut-être qu'il faudra aligner 1 million sur la table, parce que ça n'existe pas, il n'y en a pas. Donc il faudra la faire sur mesure, c'est-à-dire qu'il faudra que quelqu'un la fasse pour toi. Donc, oui, ça va coûter très cher. La GT40, il y a un peu plus de répliques, donc le prix baisse forcément. Donc en fait, plus il y a par exemple Superformance. Eux, ils en font en production. Donc comme ils en font en production, ça coûte moins cher. Donc le prix d'achat est plus bas. Une Superformance, par exemple, j'avais vu que c'était entre 200 et 300 000 euros. Ce qui est déjà quand même cher pour quelque chose de faux, entre guillemets. Mais moi je peux comprendre une vraie GT40. Par exemple, si on a envie d'avoir la GT40 de Ken Miles, la GT40 de Ken Miles, je vais en parler après, mais ça coûte très cher. Bah si on va avoir la GT40 de Ken Miles, peut-être que une des meilleures options, c'est de se payer une réplique par Superformance, pourquoi pas. Si on a l'argent pour le faire, et qu'on n'a pas l'argent pour acheter l'autre, et que c'est notre rêve, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Moi je trouve pas que ce soit forcément quelque chose de négatif, les répliques. Donc voilà, il y en a eu beaucoup. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. Après, oui, il y a des répliques, on n'a pas envie de les voir, quoi. Il y a des répliques qui piquent les yeux. Il y a des répliques qui sont vraiment moches. Ça, oui, il y en a. Voilà. Bon, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir quelque chose d'aussi laid, c'est après leur problème à eux, peut-être pas le nôtre aussi. Donc voilà. Bon, alors, encore une fois, les prix que je vais donner, c'est une estimation pour un exemplaire lambda. Si vous prenez l'exemplaire de Ken Miles ou l'exemplaire Gulf, c'est même pas la peine d'imaginer le prix. D'accord? Voilà. Je sais pas. De toute façon, ils n'ont pas été vendus, donc on peut pas savoir. Une Ford GT40 MK1, ça vaut 3 millions d'euros. Environ. Donc pour un modèle voilà, qui a peut-être couru au 24 heures du Mans, mais qui a jamais fini la course. Une Ford GT40 MK4, qui pourtant a marqué l'histoire, etc., ça vaut 3 millions d'euros aussi. Ok? Une Ford GT40 MK2, ça vaut 10 millions. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est réglé. De toute façon, c'est simple, la Ford GT40 MK2, c'est celle qui a le plus d'histoire de toutes les Ford GT40, donc à nouveau, c'est celle qui vaut le plus cher. Ford GT40 MK2, ça vaut 10 millions d'euros. Et je ne vous parle pas de l'exemplaire de Ken Miles, ou de l'exemplaire de Bruce McLaren qui a gagné les 24 heures du Mans. Officiellement. Je suis le pire. Non mais voilà, j'aime bien la rappeler. Pour ce qui est d'une GT40 MK3, j'ai tout simplement pas de prix à vous donner. J'ai pas trouvé d'exemplaire qui ont été vendus, tout simplement parce qu'il y en a 7 dans le monde et que... voilà, visiblement ils n'ont pas été vendus aux enchères, etc. En tout cas, j'ai pas trouvé. Voilà. La Ford GT40 MK5, donc celle qui a été produite de 85-99, bon, à mon avis, je peux donner une estimation moi de ce que je pense. Je pense que ça vaudrait beaucoup moins d'1 million d'euros. Je pense que ça vaudrait, bon, peut-être 1 million d'euros quand même. 1 million d'euros, allez, on va dire autour d'1 million. Mais en attendant, j'ai pas trouvé de vente, donc bon, allez savoir. Voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour avoir une notification. Petit détail, du coup, tu as pu le voir, cette vidéo elle change quand même pas mal. Déjà, elle est très longue, je pense. J'ai pas monté encore quand je suis en train de faire cette outro, donc peut-être qu'elle est pas si longue que ça, mais moi je pense qu'elle va être longue. Et j'ai essayé de beaucoup plus imager, donc essaye de me dire voilà ce que t'en penses en commentaire, c'est important pour moi, pour les futures vidéos, pour la chaîne, pour savoir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Voilà. Salut!